notre webinaire, c'est En route vers l'emploi, accompagner une personne autiste dans la préparation de son projet professionnel. Et c'est animé par l'intervenante, Marta Tiloka, que c'est moi, assistante sociale du CRAIF, Virginie Gegabono, chargée d'insertion professionnelle au CRAIF, Karim Martin, chargée d'animation, Marie Lemoine-Hubert, conseillère d'insertion de 77, Gisela Rémy, chargée des missions handicap étudiants, Université de Paris-Saclay, et Myriam Eldad, chargée des missions insertion professionnelle à l'Académie de Créteil. On peut commencer avec la présentation du CRAIF. Et je passe la parole à Virginie Gegabono. Bonjour à tous, donc merci pour votre présence. Alors, au niveau des missions du CRAIF, pour faire simple, le CRAIF ne pose pas de diagnostic. Par contre, nous avons des conventions signées notamment avec les centres experts et nous participons aussi à tout ce qui est, on va dire, accès le plus rapidement possible pour un diagnostic, sachant que nous avons bien tous conscience du terrain et qu'il y a un manque criant de professionnels, mais en tout cas, on essaye de soutenir cet accès au diagnostic. Ensuite, nous avons tout un panel de soutien, d'écoute et conseils, donc via notre numéro de téléphone, site internet et aussi mail de contact. Les personnes, qu'elles soient directement concernées, les familles ou les professionnels, peuvent nous joindre, quelles que soient leurs questions. Nous avons aussi comme mission beaucoup de sensibilisation, que ce soit du droit commun, mais aussi au niveau du droit spécifique. Donc, nous intervenons aussi bien dans tout ce qui va être les crèches, tout ce qui est extrascolaire, loisirs. On intervient aussi dans les établissements médico-sociaux, au niveau professionnel, dans tout ce qui va être sensibilisation. Et bien sûr, nous sommes un centre d'information, donc nous avons 2 bibliothécaires avec donc des prêts aussi bien de matériel, de livres et toutes sortes d'informations que vous pouvez avoir bien sûr gratuitement, puisque pour toutes ces missions, nous avons un financement ARS, donc tout ce que nous proposons sont gratuits. Donc comme je vous le disais au niveau du public, donc c'est aussi bien les personnes directement concernées par l'autisme, les aidants, mais également les professionnels. Donc, nous avons mis en place un carnet de sensibilisation donc, que vous pouvez avoir avec le QR code. Vous verrez toutes les sensibilisations et webinaires que nous organisons. Au niveau d'autres ressources, nous avons bien sûr un site internet, un site de formation. Donc, c'est là où vous allez retrouver tout le panel de nos sensibilisations. Nous avons aussi un portail documentaire où vous pouvez retrouver des ressources en fonction des thématiques qui vous intéressent et notre annuaire Tamis où on essaye de regrouper les coordonnées de différents professionnels avec une certaine aussi vérification faite par une de nos psychologues sur bien évidemment le fait qu'ils respectent les recommandations des bonnes pratiques. Donc, depuis mars 2023, nous sommes donc à la Maison de l'Autisme à Aubervilliers, donc 10 rue Waldeck-Rochet. Vous pouvez également aussi nous joindre à distance. On organise également des visio-appels téléphoniques pour les personnes qui auraient du mal à se déplacer jusqu'à la Maison de l'Autisme. Donc, au sein de la Maison de l'Autisme, il y a bien sûr le CRAIF. Il y a aussi le groupement national de tous les CRA au niveau national. Et il y a la plateforme AIS, qui est la plateforme Autisme Info Service. Donc, pour tout public, on intervient aussi dans tout ce qui va être accès au droit commun. On a pu intervenir dans l'accessibilité de tout ce qui va être musée, lieu de culture. On a pu aussi intervenir pour les heures silencieuses au niveau des centres commerciaux. Donc voilà, on n'intervient pas qu'au niveau d'un public, on va dire, spécialiste. On essaye d'intervenir vraiment dans tout ce qui est droit commun. Donc, vous pouvez faire appel à nous pour tout ce qui est information, sensibilisation, mais également pour être informé sur des situations individuelles. Donc, la semaine de l'emploi, donc cette semaine, on va commencer par ce webinaire. Mercredi, nous avons également organisé toute une journée au niveau de l'accès à l'emploi au sein de la Maison de l'Autisme. Et il y a également un deuxième webinaire organisé jeudi soir, donc à la même heure, pour faire suite à ce premier webinaire.
Alors, nous allons aussi organiser des groupes de travail hein, au niveau de l'insertion et des personnes qui interviennent au niveau de l'insertion professionnelle. C'est vrai qu'avec Martha, ça fait plus d'un an et demi qu'on anime des groupes de travail au niveau assistante sociale et on voit l'intérêt de pouvoir se réunir, échanger entre nous sur différentes thématiques. Donc, cette année, on va vraiment faire un groupe de travail au niveau des chargés d'insertion professionnelle afin de pouvoir aborder différentes thématiques qui nous concerne, mais aussi de pouvoir échanger entre professionnels. Voilà. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole à mes collègues d'Atout pour tous qui vont donc vous présenter l'accompagnement aussi et l'aide qu'ils peuvent apporter au quotidien. Je passe la parole à Madame Karine Martin. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Karine Martin, je suis chargée d'animation pour la convention Atout pour tous Île-de-France. Donc, en fait, Atout pour tous, c'est une convention régionale de partenariat qui, en Île-de-France, agit pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, qui soient déjà reconnus administrativement par la MDPH ou en cours de l'être. C'est une convention donc, qui agit pour les jeunes de 16 à 30 ans. La convention, la toute première, a été signée en 2015 et elle a été renouvelée en 2022 pour 3 ans. Ça regroupe énormément de partenaires puisque c'est une convention signée entre l'État, les acteurs de l'éducation, avec 3 académies, 9 établissements d'enseignement supérieur, les acteurs de l'orientation comme l'ONICEP, le CIDJ, l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, l'Agence régionale de santé, les 2 fonds AGFIP et FIPHFP, l'acteur, alors pour l'instant un seul acteur de la formation qui est la FAGER, qui est le réseau des établissements de suite et de préparation au reclassement, et un collectif de 23 employeurs. Donc tous ces partenariats, tous ces partenaires-là agissent dans le même sens pour 2 objectifs: sécuriser les parcours des jeunes entre la sortie de la scolarité et l'accès au premier emploi, également faciliter la rencontre entre les besoins de recrutement d'employeurs d'un côté et les candidatures de jeunes en situation de handicap de l'autre. Cette convention, elle a des ressources qui sont vraiment dédiées en Île-de-France. Donc, sur le terrain, c'est 3 chargés de mission académiques qui sont mises à disposition par les rectorats. C'est également 8 conseillers du dispositif d'insertion professionnelle, qui est un dispositif financé par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Et ces ressources en termes de chargés de mission et conseillers travaillent en réseau avec les référents handicap des universités, les missions handicap des entreprises et des fonctions publiques et les acteurs du service public de l'emploi. La convention a également un budget propre qui est obtenu à partir de contributions financières d'entreprises qui nous ont rejoints. Donc, on appelle ça des entreprises signataires de la convention. Et ces fonds vont nous permettre de conduire des projets sur tout le territoire d'Île-de-France, donc on va dire projets partenariaux, de financer des actions concrètes que je vous présente un petit peu plus tard, qui sont des actions d'information, d'accompagnement ou des actions qui vont favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans en situation de handicap. Également, le fonds permet d'animer la convention, de développer une plateforme numérique qui permet de déposer des offres de stage et d'emploi et d'alternance. Et elle permet également, la convention, d'obtenir un fonds d'aide exceptionnel qui peut être sollicité quand on ne peut pas solliciter totalement le fonds de l'AGFIP ou du FIPHFP en l'occurrence. Pour vous illustrer quelques actions produites par la convention, en direction des jeunes, des familles et des professionnels, c'est la constitution, la création de vidéos, de guides pour informer sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour informer sur les aides à la mobilité d'apprentis, ou se préparer à aller rencontrer des entreprises et à se positionner et préparer sa recherche d'emploi. La convention permet également d'organiser ou de soutenir des événements en Île-de-France. Par exemple, chaque année, la convention Atout pour tous finance en partie des rencontres professionnelles qui ont lieu sur le thème du handicap, organisées par le CIDJ et l'ONICEP. Également, chaque année, on soutient un forum emploi handicap avec le CIDJ. Vous pourrez nous retrouver le 5 décembre prochain, donc tous les acteurs Atout pour tous, au forum handicap et emploi du CIDJ. Et on a cette année également organisé des rencontres professionnelles.
La convention à tout pour tous dispose de ses propres outils de communication. Donc, il existe une plateforme à tout pour tous dont vous retrouvez le lien voilà, qui permet aux jeunes élèves, étudiants ou demandeurs d'emploi de déposer des candidatures et de se mettre en lien avec les employeurs qui font partie de la convention à tout pour tous, par l'intermédiaire d'un référent handicap académique ou universitaire ou du service public de l'emploi, par exemple. La convention est également son propre site internet où vous pouvez librement récupérer toutes les coordonnées des partenaires, également toutes les ressources et les liens utiles qui ont été créés dans le cadre de nos travaux. Et puis, une newsletter qui est diffusée pour le moment en interne, mais qui sera bientôt élargie aux partenaires et aux usagers extérieurs. Pour vous introduire les interventions des partenaires de la Convention à tout pour tous qui vont faire suite à ma légère introduction, parmi l'ensemble des partenaires à tout pour tous, il y en a un certain nombre qui portent ou qui animent des programmes en lien avec l'autisme. Donc, je vous ai illustré quelques exemples, puisqu'on a déjà donc l'Université Paris-Saclay qui intervient parmi d'autres établissements d'enseignement supérieur sur le programme Atypie Friendly pour l'intégration dans les études supérieures de publics concernés. Le dispositif ARIA qui a été introduit par les missions locales qui permet à des professionnels de se former sur le sujet de l'autisme. Le dispositif de Pôle emploi qui permet de mieux accompagner dans l'insertion professionnelle et en agence les publics atteints de TSA. Et également d'autres acteurs, notamment l'emploi accompagné et des ESRP comme l'EPNAC ou l'UGCAM, dont fait notamment partie Marie Lemoine-Hubert, qui va vous présenter la suite du déroulé de notre intervention aujourd'hui. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Lemoine-Hubert, conseillère en insertion sur le département de Seine-et-Marne et donc rattachée à la plateforme médico-sociale UGCAMIF d'Actiplus Lieusaint. Je vais vous parler du champ d'action du conseiller en insertion à tout pour tous, à commencer par son public. Donc, il accompagne des jeunes de 16 à 30 ans qui sont domiciliés ou scolarisés sur son département. Ces jeunes sont en situation de handicap, donc c'est vraiment toute situation de handicap possible. Et ces jeunes disposent généralement d'une notification de la CDAPH, une commission, donc la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ça peut être en fait des lycéens ou des étudiants à la recherche d'une alternance, des jeunes qui sont accompagnés par des établissements et services médico-sociaux. Ça peut être encore des élèves en décrochage scolaire ou en fin de parcours. Donc là, on peut intervenir sur saisine de l'éducation nationale ou si les jeunes sont déjà déscolarisés depuis un moment par d'autres partenaires, dont la MDPH d'ailleurs. Ça peut être des jeunes en recherche d'emploi ou qui ont à définir un nouveau projet professionnel. Alors, selon nos formations et nos expériences en tant que conseiller ou conseillère, on a plus ou moins de connaissances et de compétences en matière d'autisme. Donc, pour ma part, je m'appuie sur plusieurs formations, une expérience précédente dans ce domaine. Mais si besoin, on peut, de toute manière, comme on n'est pas spécialisé, s'adresser en fait aux partenaires du territoire. Pour enchaîner avec le rôle du conseiller, nous avons des missions assez larges. On est à la fois dans du suivi personnalisé des jeunes et du travail en réseau, donc au niveau coopération territoriale. La première mission, c'est d'informer et de conseiller les jeunes et les familles aussi par la même occasion. Donc pour ma part, en fait, quand je reçois des jeunes qui présentent un TSA, souvent, dès le premier entretien d'évaluation des besoins, il y a un membre de la famille qui est présent. Et quel que soit de toute manière le conseiller, on fait vraiment un entretien d'évaluation qui va déterminer la suite de l'accompagnement. En fait, cet entretien, pour ma part, je le fais de manière assez approfondie pour questionner dès le départ le fonctionnement du jeune, son autonomie au quotidien, est-ce qu'il y a des troubles associés, parler de fatigabilité, et puis commencer aussi à parler de points forts.
Dans cet entretien, on peut apporter des informations et des conseils pour l'accès au droit, à la formation, à l'emploi. C'est assez large, hein. Ça peut être aussi pour des sortants d'effectifs, donc toujours en lien avec l'éducation nationale pour éviter les ruptures de parcours. La deuxième mission, c'est accompagner et développer le niveau de qualification des jeunes. Les aider dans la préparation d'un projet socio-professionnel. Donc, on peut être sur du suivi individuel, sur des ateliers quand on en a la possibilité. On est au niveau du coup coopération territoriale dans la mise en relation aussi du jeune avec différents partenaires du territoire afin de chercher des réponses aux besoins qui sont assez larges. Donc ça peut être faire des relais avec le service public de l'emploi, des établissements de formation, des établissements et services médico-sociaux qui auraient des parcours aussi spécifiques pour les jeunes présentant un TSA, des entreprises. On peut mener des actions communes avec ses partenaires. Et pour ma part, sur la Seine-et-Marne, on a la chance d'avoir Aura 77, donc plateforme de coordination autisme, avec qui on peut aussi échanger régulièrement sur des situations. La troisième mission, c'est favoriser la continuité des parcours et de l'insertion professionnelle. Là, ben, on va faire tout ce qu'on peut pour faciliter l'accès aux études, à la formation, à l'apprentissage, à l'emploi, au raccrochage et encourager toutes les mises en situation possibles. Alors, les mises en situation possibles, ça peut être des stages en milieu ordinaire ou milieu protégé, mais ça peut être aussi solliciter des partenaires pour avoir accès à leur plateau technique ou à une entreprise pédagogique et de pouvoir avoir des éléments en situation concrète. Tout cela, bah, c'est pour sécuriser au maximum les parcours et s'assurer de la poursuite de l'accompagnement. On est aussi dans la facilitation des transitions et ça, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là un petit peu partout et en assurant un suivi dans la durée, en faisant ben voilà, de notre mieux en tout cas. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure. Je passe la parole à Ghislain Rémy. Ça marche. Merci beaucoup, Marie. Donc, Ghislain Remy, chargé de mission handicap à l'Université Paris-Saclay. Donc, j'accompagne des étudiants autistes sur l'université, 77 l'année dernière, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Du coup, est-ce qu'il y a des particularités? Bien sûr, dans l'accompagnement qu'on peut avoir, donc aussi bien pour l'orientation que pour la mise en relation avec les entreprises. Donc, j'ai cité quelques points qui vous donnent des exemples de particularités. C'est pas généralisable, mais typiquement, ce qu'on constate, c'est que l'accès à l'emploi est difficile pour certains étudiants autistes parce que c'est difficile pour eux, donc notamment le processus de recrutement, parce qu'on a un jeune qui parle peu, qui ne regarde pas forcément son interlocuteur, qui a du mal à se mettre en valeur. Et donc, du coup, dans ce genre de situation, on propose de faire des entretiens avec une tierce personne. Et du coup, ça facilite beaucoup les choses en termes de pouvoir répondre et de mise en œuvre des questionnements qu'on pourrait avoir avec le jeune. Durant le stage, ce qu'on constate aussi, par exemple, c'est que les stagiaires sont très, très appliqués, même trop. Ils font du zèle sur certains trucs. Donc, du coup, on est obligé de les limiter. Non, mais il faut aussi prendre des pauses. Il faut aussi, voilà, même s'ils préfèrent, dans le mode de fonctionnement, souvent des tâches répétitives. Donc, ce qui peut être bien d'avoir un aspect routinier, mais du coup, ça demande aux encadrants une certaine formation dessus. Donc là, on est plus dans le maintien hein, dans le stage pour que ça se passe bien. Et beaucoup de difficultés aussi qu'on peut rencontrer. Enfin, on a eu pas mal de retours là-dessus sur la participation aux activités de groupe, la vie d'entreprise, en fait, de café en groupe, de cantine bruyante. Et donc ça, c'est juste des choses où il y a de la communication et ça facilite énormément après le fonctionnement d'entreprise parce qu'une fois qu'on sait, c'est la première clé pour que ça se passe bien. Donc, en gros, une sensibilisation au moment des entretiens, au moment du recrutement, pour dire, voilà, il y a des particularités, mais si vous le faites bien, ça ne posera pas de souci pour la suite. Après, ce qu'on a pu mettre en place au niveau de l'université pour ces jeunes, c'est des visites informelles, bien en amont du stage, donc avec une prise de connaissance, une discussion de ce que sont les métiers, de ce que c'est, comment ça se passe en entreprise. Et en gros, on essaye de préparer le terrain. Ça facilite la discussion, notamment entre le référent handicap qui l'accompagne à l'université et celui qui est en entreprise, qui va être le manager,
On va pouvoir faire monter en compétence dans certains cas. Et puis, forcer un peu le trait en demandant qu'il y ait un certain nombre d'aménagements simples, comme une salle de repos, dans certains cas, qui peuvent faciliter les choses. Éviter les open space avec le travail en groupe. Et puis, éviter les imprévus au maximum, donc prévenir à l'avance, quoi. Donc, c'est des petites règles de base, mais qui fonctionnent bien après dans l'accompagnement des jeunes ça marche bien. Voilà, merci. Et du coup, on reprend l'intervention avec Madame Eldad. Alors, ben, finalement, j'ai quelque part presque commencé mon intervention en répondant tout à l'heure. Donc, quand on peut être sollicité, hein, effectivement, en direct par les familles. C'est soit lorsqu'elles n'arrivent pas à trouver une réponse au sein de l'établissement où se trouve leur enfant, soit parce qu'elles ont pu avoir nos coordonnées par un biais ou un autre, elles viennent vers nous. Moi, toute demande, j'y donne suite, hein, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, ben, je vois avec la famille quelle est la situation, où en est réellement le jeune. Parfois, il peut y avoir de la démotivation parce que les choses se sont mal organisées et ne lui permettent pas de trouver son rythme. On essaye quand même de voir dans quelle mesure. euh, Enfin, parfois, la demande, elle est liée à l'épuisement du jeune. En reprenant les choses depuis le début, on peut parfois trouver d'autres solutions, une réorientation, et en fonction de ça, c'est à ce moment-là où si je suis à court par rapport à la demande et aux besoins du jeune de réponse, on va dire, éducation nationale, c'est à ce moment-là que je vais aller solliciter les collègues d'Atout pour tous, les conseillers insertion professionnelle d'Atout pour tous, pour pouvoir à ce moment faire, hein, au cas par cas, vraiment pour le jeune, soit lui faire des stages pour découvrir un autre milieu, d'autres métiers, soit pour certains, parce qu'ils ont l'âge d'aller travailler et que finalement, l'école, on ne va pas se mentir, parfois on en a un petit peu assez, on va essayer de trouver une solution pour pouvoir rentrer dans l'emploi. On va peut-être trouver une solution pour rentrer dans la semi-emploi, semi-cours par le biais de l'alternance. Voilà, donc c'est à ce moment-là que moi je saisis mes collègues de la Convention à tout pour qu'on ait un accompagnement vraiment cousu main, qui soit systématiquement, on reprend tout le cas du jeune, on voit son profil, on voit ce qu'il a déjà vécu. Surtout, on ne le remet pas dans une situation qui ne lui a pas convenu et on travaille vraiment ensemble. Par exemple, si je prends Marie qui est présente ce soir, très régulièrement, quand elle a un cas, je lui fais part des suites et quand j'ai des cas, je lui dis un petit peu ce qui s'est passé, de manière à ce qu'on puisse aussi étoffer nos réponses, nos réseaux et faire aussi qu'on ne soit pas indispensable. Pour nous, l'objectif, c'est qu'une famille qui vient vers nous, un jeune qui vient vers nous, on puisse lui apporter une réponse le plus rapidement possible, ne pas le laisser en déshérence. Vraiment s'ouvrir à lui le plus rapidement possible. Et donc, je reviens vers Marie qui prend ma suite dans un certain nombre de cas. Donc, Marie va vous expliquer comment elle prend ma suite à partir de ce moment-là. D'accord. Donc, bah, du coup, je vais faire le lien avec la position du conseiller entre la personne accompagnée et ses parents. Voilà, cette slide-là. Alors, je vais surtout là me référer à mon expérience là en Seine-et-Marne où dans les jeunes que j'accompagne, en fait, j'ai la moitié qui présente un TSA. Donc, dans les modalités de contact, alors, soit ils peuvent être introduits par des partenaires. Moi, il m'arrive de recevoir un jeune qui peut être accompagné par un éducateur d'un CESAD hein, qui prend fin, un éducateur de l'ASE ou un autre professionnel. Les orienteurs, après, sont multiples, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais la prise de contact, elle se fait quand même majoritairement par les familles pour ces jeunes. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec son accord, la famille peut donc assister à l'entretien puisque rarement, en fait, le jeune arrive à prendre le téléphone. C'est pas facile hein, d'initier une demande quand on est TSA. Donc, ce premier contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans une situation inconnue, c'est pas si simple. Hein. Pourquoi j'ai aussi les familles assez facilement? C'est parce que sur mon secteur, les jeunes, en fait, ils vivent à plus de 90% chez leurs parents. Ils sont vraiment tout jeunes. Hein. J'ai une grande majorité dans la tranche 16-18 ans. 40% à peu près au-delà, dans la tranche 19-21 ans. Mais donc les tout jeunes, ils vivent chez leurs parents. Dans le profil aussi à prendre en compte, leur mobilité, elle est assez réduite. Alors, elle peut être réduite
parce qu'ils n'ont pas le permis, mais elle peut être réduite parce que ce sont leurs troubles qui vont gêner la prise des transports en commun. Tout ce qui est sensorialité, hein, au niveau du bruit, de la foule, le côté tactile, quand il y a beaucoup de monde, le vestibulaire. Moi, il y a un jeune qui me disait l'autre jour, le bus, quand il va trop vite, ben moi, ça va pas. Donc il y a cette limite-là. Et puis en Seine-et-Marne, il y a vraiment des villages où les zones, en zone rurale, les transports, il y en a pas tant que ça. Donc il y a cette double contrainte-là qui fait que du coup, finalement, les parents véhiculent et assistent donc au premier entretien. Les jeunes que j'accompagne, en tout cas de mon côté, ils s'expriment verbalement en général. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le premier contact, je suis quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils vont arriver dans un secteur inconnu, donc tout ça, c'est pas forcément évident. Du coup, les atouts en fait de la coopération avec les familles dans ce cadre-là, c'est que elles vont favoriser en fait le recueil d'informations et l'identification des besoins. Le parent, il va pouvoir rajouter des explications, donner des informations complémentaires. Alors, j'ai pas précisé quand le jeune est majeur, hein, tout ça, ça se fait bien sûr avec son accord, mais aujourd'hui, en fait, on reconnaît justement aux familles, hein, des connaissances tirées de l'expérience et ce côté expert, elles l'ont aussi et c'est d'ailleurs en fait une recommandation de la Haute Autorité de Santé de travailler avec les familles quand on est professionnel, œuvrant auprès de personnes avec TSA. Les familles, elles devraient être notre premier partenaire. Et en fait, je pense que les connaissances peuvent se compléter. Le but, c'est pas de continuer à travailler éternellement avec la famille, hein. Le but, c'est qu'on se recentre bien sûr sur le jeune, hein. Il faut qu'on l'aide à gagner en autonomie. On parle beaucoup de capacité d'autodétermination, hein, aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagner pour l'aider à faire des choix professionnels, même si choisir, pour une personne qui présente un TSA, c'est pas forcément simple, hein, mais de l'aider à décider, à agir, hein, pour qu'elle puisse prendre aussi son projet professionnel en main autant que les autres, sans pour autant les insécuriser. Je crois que oui, c'est ça. J'enchaîne avec comment rassurer la personne accompagnée dans la préparation de son projet. Oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure que les jeunes que j'accompagne ont bien des capacités de travail. Et juste pour revenir quand même, ma définition là, du milieu protégé a été un petit peu rapide là tout à l'heure. Les personnes qui vont exercer une activité en milieu protégé, généralement, c'est qu'elles ne peuvent pas aller en milieu ordinaire, soit pour le moment, parce que du coup, leurs troubles, handicap les en empêchent, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas un lien vers le milieu ordinaire, et c'est tout un travail aussi qui est mené actuellement. Pour revenir donc à comment rassurer la personne accompagnée, le fait de la recevoir avec un parent au démarrage, forcément, ça contribue à la rassurer. Et puis, il me semble qu'il faut qu'on soit dans une adaptation réciproque, hein. Il faut à la fois qu'on puisse aider ces jeunes à s'adapter sur le plan des habiletés socio-professionnelles. Ils sont beaucoup à dire, hein, qu'en fait, ils vivent dans un monde qui n'est pas le leur. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se reconnaissent, hein, dans ce que je rapporte, hein, et que du coup, ils ne connaissent pas tous les codes. Donc, c'est à nous de les aider à traduire ce qui échappe à leur compréhension, à les aider à savoir comment procéder dans certaines situations. On a un rôle à jouer à ce niveau-là. De l'autre côté, à nous aussi de nous adapter à leur fonctionnement qui est atypique. Si on n'est pas suffisamment formé, hein, dans notre équipe de conseillers en insertion professionnelle, c'est d'aller aussi chercher des connaissances et des informations ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que du coup, les jeunes, ils se sentent écoutés et pris en compte avec leurs spécificités, leurs centres d'intérêt. Ils ont besoin d'environnements structurés. Je rebondis sur ce que disait Ghislain aussi tout à l'heure. Il faut qu'on les prépare énormément, hein, à différentes situations. On parle des fois d'avoir un plan B, mais parfois c'est bien d'avoir un plan C et d'avoir réfléchi à comment tout ça, ça peut s'organiser.
tout ce qui est besoin d'explicite, de concret, avoir des supports visuels aussi, pour beaucoup, enfin voilà, ça peut aider dans la communication, dans la compréhension. Et tout ça, ça va aider aussi à penser des aménagements en entreprise, parce que le but, hein, après, c'est l'insertion professionnelle. La reconnaissance des capacités des jeunes, vous me direz comme tous les autres jeunes, oui, mais les personnes avec TSA ont, comment dire, ont souvent entendu parler de difficultés, de troubles, hein. Ils ont beaucoup été malmenés et les aider à repérer leurs points forts, à développer leur potentiel, à accueillir aussi leurs idées parce qu'ils en ont plein. Ça va aider aussi à restaurer l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, je pense qu'on a tout un travail aussi à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que parler aussi des points forts dès l'entretien d'accueil, je trouve ça important. Et puis, avec prendre en compte les recommandations des bonnes pratiques, hein, de la Haute Autorité de Santé, tout ça pour favoriser aussi les situations de réussite. Alors, j'ai pas le temps de détailler, en fait, hein, tout ça, mais le but, c'est aussi d'aller après, sensibiliser les centres de formation, les entreprises. Si on ne peut pas le faire nous-mêmes, c'est de trouver toujours la ressource, hein, pour le faire, pour que du coup, ces transitions se fassent le mieux possible. Et là, voilà, on a effectivement du travail à ce niveau-là. Pour terminer, comment arbitrer entre les envies de la personne accompagnée et la faisabilité de son projet, comment réorienter. Alors, j'ai noté, hein, le conseiller en insertion n'est pas un arbitre, hein. Qui que ce soit, hein, qui travaille dans l'accompagnement de projets et dans le conseil, l'aide pour mettre à jour un certain nombre d'informations qui va permettre en fait aux jeunes d'avancer. Pour les personnes avec TSA, il peut y avoir un point d'appui sur les intérêts spécifiques ou pas. En tout cas, ça peut être un point de départ et c'est pour certains vraiment important de partir là-dessus. C'est pas forcément ce qui va faire le projet à la fin, mais c'est important. Favoriser la confrontation des idées avec la réalité, c'est vraiment important. Et c'est ça qui va aider le jeune, surtout si on pense qu'il est dans un projet qui n'est pas trop adapté à son fonctionnement ou à ses capacités, c'est lui permettre d'aller encore une fois dans le concret, se rendre compte lui-même dans des différentes situations, avec l'évaluation de partenaires qui vont l'accueillir, de manière à ce qu'ils se rendent compte des réalités et de mesurer finalement s'il y a un écart entre ses souhaits et cette réalité. On va plus procéder de cette manière-là. Avec les partenaires, on doit aussi prendre en compte la notion de durée. Pour les jeunes qui présentent un TSA, alors je dirais, c'est vrai peut-être pour tous les jeunes, mais il faut qu'on fasse attention à essayer de trouver des solutions un petit peu trop rapides. Il faut justement aussi prendre ce temps-là parce que on sait que le jeune, il a besoin du temps de se préparer, de s'adapter, etc. Et il a sa propre, on va dire, temporalité. Il y a aussi, en allant pas trop vite, je vais dire, on peut s'apercevoir que parfois, le travail, c'est un petit peu un copier-coller des attendus de la société, avec ce côté désirabilité sociale qui est là au démarrage, mais que finalement, moi, ça m'est arrivé de m'apercevoir que un jeune, ça n'avait pas trop de sens pour lui, en tout cas dans l'immédiat, le travail. Et après, c'est difficile de savoir si ça va en avoir après pour lui. Et en tout cas, il y a aussi dans notre travail l'importance de pouvoir passer des relais à un moment. Pour que le jeune, hein, puisse peut-être revenir vers un travail de projet après, s'il est prêt et si c'est quelque chose qui a du sens en fait pour lui.
Voilà, je n'ai pas reparlé de la fatigabilité. Cette fatigabilité aussi, il faut vraiment en tenir compte, hein. Et tout ça, ça se discute avec lui, hein. Du coup, l'arbitre, voilà, je le mettrais vraiment loin parce que c'est vraiment un travail d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on marche côte à côte et puis c'est un vrai échange, hein. Comment dire, on a une recommandation de suivi à 3 ans en tant que conseiller à tout pour tous. Du coup, ça permet à un jeune de revenir s'il le souhaite, ou en tout cas nous de prendre des nouvelles, hein, de là où il en est, voilà, à un moment donné. On vous a fait une petite cartographie avec les logos des structures vers qui vous pouvez vous tourner selon l'âge et la situation. Donc, toutes les structures qui figurent au niveau des logos, hein, sur ce tableau-là, en fait, ce sont toutes des structures qui sont partenaires institutionnels d'Atout pour tous, quoi qu'il en soit, hein. Atout pour tous, c'est vraiment un collectif. Donc après, on va, bien sûr, il y a Atout pour tous qui agit pour les jeunes 16-30 ans, en articulation avec les missions locales Cap Emploi, Pôle Emploi, sur le public adulte à partir de 30 ans. Surtout, vous allez vous tourner vers Cap Emploi essentiellement, et quand c'est demandeur d'emploi, ça va être Cap Emploi, Pôle Emploi qui vont s'organiser ensemble pour apporter une réponse aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. En tout cas, on peut vous aider à tout pour tous et le CREF à trouver les bons interlocuteurs, vous renvoyer vers les bons sites internet pour trouver les bons contacts selon que ce soit un étudiant, un apprenti, un demandeur d'emploi. Alors, je dis un ou une, hein, bien sûr, ou une personne déjà en poste de travail. Et puis, sur la fin, on vous a mis la carte d'implantation des 8 conseillers en insertion professionnelle, donc un par département, qui sont chacun portés par des structures médico-sociales qui portent des noms différents. Mais toute cette organisation-là, c'est dispositif financé par l'Agence régionale de santé en Île-de-France. Ça n'existe pas dans d'autres régions. C'est spécifique à l'Île-de-France. Et pour terminer, on vous met les coordonnées des 8 conseillers, coordonnées téléphoniques et mail des 8 conseillers Atout pour tous, voilà, qui concernent les jeunes 16-30 ans et qui sauront réorienter vers les bons partenaires si ce n'est pas dans leur cible d'action, mais ça vous permet d'avoir un premier contact de qualité pour ne pas rester seul sans réponse à vos demandes. Et le CREF, bien sûr, qui est là aussi pour vous soutenir dans vos démarches et trouver les bons contacts.